Alors bonjour Luc, enfin bonjour, à chaque fois je te dis bonjour, chaque fois qu'on a une étape. Et celle-ci, c'est la plus importante. Tout à fait. Bonjour Sophie, la plus importante de la relation commerciale. Voilà celle qu'on attend, c'est la numéro 7, négocier une vente. Et effectivement, la plupart du temps, on part de l'art de négocier ou de l'art de conclure. On va voir que nous, on a pris un autre parti, Luc. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est une phase qui est difficile parce que souvent, elle crée du stress. Elle crée du stress, elle crée aussi parfois de la pression, de la tension, et ça crée une énergie qui peut aller jusqu'à la fracture parce elle devient un peu trop forte émotionnellement. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet parce que ce chiffre-là, 7, ça me parle bien, c'est le chiffre parfait. On est parti, donc on rentre dans le vif du sujet. Et nous, on a pris pour parti de vous parler de la négociation raisonnée qui se prête mieux à ce qui se passe aujourd'hui parce que en fait, il y a plusieurs façons de négocier et la plus percutante aujourd'hui, c'est celle qui est raisonnée. Elle correspond à une méthode qui a été faite par Roger Fisher, qui est diplômé de Yale et qui enseigne à Harvard sur les notions donc de négociation. En quoi Euh, elle se différencie des autres, Sophie? c'est simple, en fait, elle est un peu le mix des autres. Elle est à la fois percutante, hein, parce qu'il ne faut pas non plus faire une négociation de bisounours, et en fait, il faut utiliser certains arguments et certaines techniques, euh, mais on va chercher en fait un intérêt commun pour réussir cela. Et en fait, elle est beaucoup moins, on va dire, à charge émotionnelle comme celle que l'on utilise le plus, dont on connaît peu le nom, mais qui s'appelle la négociation de pression. La plupart des vendeurs, ceux qui n'ont pas eu de formation ou ceux qui se sont formés sur le terrain, utilisent la pression. Donc, Eh ben, à la maison aussi, moi, je négocie beaucoup, hein. on négocie partout. On négocie pour le travail, pour acheter quelque chose. On négocie aussi avec ses enfants. Tu as raison, c'est vrai. Donc, et est-ce que tout se négocie? Je ne suis pas sûre. Parce qu'à un moment donné, est-ce que tout se vend? Je ne crois pas. Et surtout en temps de crise et de crise sanitaire. Est-ce que les actions d'Airbus peuvent se vendre aussi bien que celles de Netflix en ce moment? Est-ce que on va pouvoir vendre du luxe aussi bien qu'autre chose? Donc, j'aimerais bien qu'on fasse le point là-dessus. On n'est pas là pour former tout le monde à vendre tout et n'importe quoi. C'est pas vrai. Dans un contexte comme celui-ci, il va falloir justement s'adapter et adapter le produit. C'est pour ça que certains se sont mutés, hein, comme nous, hein, Luc. Voilà. Tout à fait. De la formation directe, on passe à la formation à distance pour pouvoir s'adapter. Et là, la vidéo que je voudrais vous montrer, c'est celle de Poolboard, qui essaye d'acheter ou de louer une famille. C'est parti. Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, je n'ai pas vraiment eu le temps de, comment dites-vous, fonder une famille. Hein? Ah oui, bah, j'imagine, oui. Voilà. Et pourtant, c'est important, comme vous le dites très bien, c'est très important. Mais je ne suis pas sûr de... Je ne suis pas sûr de pouvoir, vous voyez, de savoir. J'aimerais essayer avant. Voilà. Et essayer quoi? Une famille. Essayer une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes. Je vous donne l'équivalent d'un an de salaire. Je prends en charge toutes les administrations afin qu'on ne vous enlève pas vos enfants. Et en retour, vous me prenez dans votre famille. Vous vous doutez bien qu'avec tout ça, Donc voilà, alors je là, n'ai pas... ni plus ni moins, il fait une proposition avec un argumentaire, un paquet cadeau, hein, l'utilisation
du serveur, etc., pour pouvoir envelopper ce qu'il veut, acheter une famille. Alors, c'est possible, Luc? Est-ce que je peux acheter la tienne? Ah, ben pourquoi pas, mais en tous les cas, on voit qu'effectivement, Poulvord met dans la balance des intérêts financiers pour elle qui sont très pertinents. On le voit aussi en stress pour annoncer ça. Donc, clairement, l'environnement de la négociation, il est clairement posé entre les intérêts communs. Est-ce que je suis dans quelle relation je veux établir avec mon futur acheteur et la pression qui est sur lui. On voit, il bégaye, il est en stress pour annoncer sa demande. Est-ce que c'est une négociation raisonnée ou est-ce qu'on est sur des positions finalement? Il propose. Là, on est plus sur des positions. Hein. Ce sont des Oui. Ce sont des positions qui sont plutôt axées finance, intérêt de chacun. Donc, est-ce que c'est raisonné quand on regarde ce qui penche dans la balance? Pas sûr. Alors, on va plus loin si on veut étayer cette notion de pourquoi finalement j'utilise pas cette méthode de couper la poire en deux, hein, qui est ni plus ni moins une méthode que l'on utilise parfois de manière innée. Elle n'est pas bonne tout simplement parce qu'il y a toujours un qui va finalement perdre par rapport à l'autre. Donc, dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre d'aller dans ce genre de négociation. On vous invite à lire les slides derrière, on ne va pas tous les lire puisqu'on est là pour les commenter en fait. Et donc, dans les périodes de crise, on a des égos encore plus forts parce qu'on est à fleur de peau, autant le vendeur que l'acheteur. Hein, Luc? Oui, tout à fait. En fait, on a peur de perdre. En fait, on se dit quel est le risque et qu'est-ce qu'on va perdre. Et du coup, on va remonter notre ego pour défendre nos acquis, notre motivation, nos besoins, parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Et justement, si on est sur des positions, on peut tomber sur quelqu'un de têtu qui ne va pas vouloir perdre la face et donc qui va garder son point de vue coûte que coûte. Exactement. Donc, du coup, ça crée des tensions et du coup, la relation commerciale, elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Donc, du coup, en fait, on se rend compte qu'on a très souvent, Luc, une image de vendeur qui est qu'on a finalement des vendeurs soit qui sont doux, soit qui sont durs, un peu comme le chocolat. Donc, on nous pose à nous la question, est-ce qu'on doit être plutôt doux ou plutôt dur? Eh bien, la réponse, c'est quoi, Luc? C'est qu'il faut avoir une certaine souplesse tout en ayant une certaine exigence. Ben oui. Et on va parler ici d'assertivité. C'est-à-dire qu'il faut réussir effectivement à orienter le client, à avoir une certaine fermeté à défendre ses positions, tout en argumentant dans l'intérêt du client. Voilà, parce qu'un vendeur doux, si on regarde un petit peu ce que ça génère comme point positif, chacun a des avantages et on va dire des points d'inconvénients. Il faut voir quelle est la méthode la plus efficace aussi en fonction du client qui est en face. Parce qu'effectivement, il faut être le plus attentif à ce qu'est le client, à ce que pourrait être réceptif le client. On a eu le temps pendant la découverte de cibler cela pour pouvoir voir au moment de la négociation qu'est-ce qui est le mieux, puisqu'on vous conseille d'être le plus caméléon possible, mais tout en gardant cette fermeté à un moment donné, parce qu'on va forcément vous pousser dans vos retranchements. Donc, regardez, observez le client, impliquez-le dans les solutions, parce qu'il peut aussi avoir des propositions à vous faire. Vous êtes là pour l'écouter, non pas pour lui proposer des positions toujours les vôtres. Donc, en fait, le vendeur doux, c'est plutôt quoi alors? Il fait plutôt quoi comme caricature? À part c'est celui… Pardon? À part caresser les chats au sens du poil. Oui, tout à fait. C'est celui qui va caresser dans le sens du poil, mais effectivement, c'est quelqu'un qui va être dans la relation, c'est quelqu'un qui va être bienveillant, c'est quelqu'un qui va faire en sorte qu'il ne veut pas aller chercher le conflit, donc il va essayer de satisfaire au maximum le client. Est-ce que tu penses que son manager va être content parce que crois-tu qu'avec une telle chose,
il ne pourrait pas justement aussi se faire avoir parce qu'il va trop justement être trop gentil, quoi. Ben oui, tout à fait. Comme il mise tout sur la relation, il veut pas que la relation se conclue de manière négative dans la proximité qu'il crée avec son client. Donc effectivement, il va pouvoir avoir tendance à lâcher prise sur certaines choses qu'il doit défendre, certains intérêts qu'il doit défendre, la marge, éventuellement faire de trop grosses remises, etc. Et donc effectivement, ça peut être le risque, c'est qu'il manque de fermeté et de défense de ses intérêts. On en a vu beaucoup parmi nos vendeurs qu'on a formés qui sont revenus en formation parce qu'ils se faisaient exploiter et parce qu'à un moment donné, ils lâchaient trop. Donc en fait, ils sont restés des vendeurs doux, mais avec plus de fermeté, si c'était leur particularité. Et à l'inverse, on a eu aussi des vendeurs très durs. Je ne sais pas si tu te rappelles, notamment certains qui venaient de certains mondes comme du monde de la foire, où parfois ils faisaient même pleurer les clients parce qu'ils mettaient une pression de dingue et parce qu'ils avaient l'habitude finalement, qu'ils étaient agacés, il fallait qu'ils concluent. Donc, exactement. Ils veulent en gagner. fait, ils utilisaient la pression avec l'idée que le client cède pour acheter en fait. Donc c'était… Donc, il y a une notion de gagnant-perdant et du coup, on ne sait pas qui d'ailleurs. Et le client, lui, il a envie d'être sûr que c'est lui qui va gagner. Oui, exactement. Surtout, il n'a pas envie d'être pris en otage et il n'aime pas qu'on profite de lui, surtout en ce moment. Et chacun ne veut pas perdre sa dignité. Donc là, on est dans des rapports d'ego qui ne vont pas. Il faut qu'on évolue dans quelque chose d'équilibré. Et donc, il faut trouver une position d'intérêt commun. Il y a la position de l'intérêt commun, finalement, si on regarde ici, la position dans le sens du client ou sinon dans la position du vendeur. Et entre les deux, c'est la zone de négociation idéale. Mais est-ce que tu crois que c'est la réalité? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, celui qui veut acheter, il a envie qu'on lui dise que ce soit un intérêt commun? En tous les cas, il peut se dire que s'il y a un intérêt commun, peut-être que ça va aller dans la tendance du vendeur. Il faut que le vendeur arrive à montrer que c'est l'intérêt majoritaire du client qui est mis en avant. Oui, d'abord, même si dans le fond, il faut un intérêt commun. Donc, on n'est pas obligé de tout dire au client. Toute vérité n'est pas bonne à dire, il faut être honnête, c'est vrai, mais il y a certaines choses que l'on ne peut pas dire. Sinon, effectivement, si en tant que vendeur, je donne aussi ma commission et puis finalement je travaille pour rien, où est-ce qu'on va à un moment donné? Donc, moi, je l'ai observé. Je l'ai observé dans l'automobile. Les vendeurs, souvent, ont tendance à entre guillemets, donner trop rapidement un maximum de remises pour pouvoir se positionner au regard du client sur un prix concurrentiel qui est mieux positionné. Mais du coup, ils ne vont pas vérifier. Donc, du coup, ça donne l'impression que le vendeur a donné toutes ses coms, toute sa marge trop rapidement, sans aller la négocier petit pas par petit pas. Exactement, on va en parler de ça. Et d'ailleurs, souvent, on parle de convaincre. Tu sais, Luc, dans la négociation, il faut convaincre. C'est pour ça que nous, on a parlé d'influence, parce que, pas de manipulation, attention, d'influence, plutôt que de convaincre, parce que dans convaincre, il y a vaincre. Et vaincre, c'est toujours au détriment de l'autre. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Or, là, aujourd'hui, dans une négociation, on n'est pas dans un combat, on n'est pas dans une guerre. Et si on n'est pas dans une guerre, ça ne sert à rien d'avoir un discours qui est lié à la guerre. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, pendant le confinement, on avait une allocution de notre président. Je te rafraîchis un petit peu la mémoire? Vas-y, oui, avec plaisir. Voilà, c'est histoire de se souvenir. Forcément, on ne va pas mettre nos opinions politiques en avant. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. On s'arrête là, Luc, on n'a pas besoin de plus.
pour pouvoir Tout à fait. expliquer qu'effectivement, autant Charles de Gaulle qui parlait de guerre, je vous comprends, etc., dans un contexte de guerre passe, autant quand on ne l'est pas, c'est discutable. Oui, tout à fait. Et là, on voit effectivement l'opposition entre le terme et la réalité. C'est que tous les matins, on ne sort pas avec notre char de la maison pour aller combattre le virus. Exactement. Donc, effectivement, on a quelque chose qui est que on ne peut pas finalement avoir un discours en négociation qui mette et qui alimente des peurs inutiles. Donc, on va aller finalement dans un exemple concret pour pouvoir dire alors c'est quoi cette méthode raisonnée. On pourrait dire par exemple si j'apporte une solution aujourd'hui par rapport à ce point de blocage qu'on a entre nous, est-ce que vous passez la commande aujourd'hui? Oui, tout à fait. L'idée, c'est de trouver un équilibre dans lequel le client se rende compte que vous allez faire un effort, mais que vous êtes prêt à le faire que si lui, effectivement, s'engage derrière. Donc, une relation plutôt raisonnée, effectivement. Tout à fait. Donc, en fait, on a égrené plusieurs fois en amont, on a créé des affinités, mais on doit continuer de le faire aussi dans des moments aussi tendus que ça. Il faut continuer de sourire. Parce que plus vous allez froncer les yeux avec le masque, je vous rappelle qu'effectivement, je ne vais pas pouvoir ici faire tout le temps un regard comme ça, tendu, 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 tendu. Au bout d'un moment, si je te regarde comme ça, Luc, de manière tendue, froncée, etc., à un moment donné, tu vas te sentir agressé et la tension, plus celle que tu ressens, va être augmentée. Donc, pensez à relâcher le haut de votre visage et votre gestuelle. Donc, pour créer des affinités, hormis la position du masque, du regard, etc., dans le verbal, répétez à nouveau les accords, si j'ai bien compris. Vous cherchez, on est d'accord sur ça, ça, ça. On est bien d'accord? Et oui, ça permettra de déclencher l'achat, notamment. Je continue. On a créé cette confiance dans la négociation, mais il ne faut pas qu'on la perde. Cette confiance, je vous rappelle qu'elle avait été faite soit sur la notion de sport, de ci, de là, des loisirs qu'on avait créés. N'hésitez pas à relâcher dans ces moments de tension ces petits sujets qu'on avait égrenés pour pouvoir finalement, si vous avez affaire à quelqu'un de sportif, dire, voyez, c'est comme tout, vous êtes dans la boxe, ben oui, il y a une notion de combat à un moment donné, etc. Faites des parallèles pour pouvoir détendre et ressortir légèrement tout en créant un lien avec ce que vous êtes en train de dire. En tout cas, vous allez voir des réactions, Luc. C'est très important de sortir du cadre de la vente. C'est ce qui va vous différencier des autres. Aujourd'hui, le client, il vient acheter effectivement un besoin, un produit ou un service, mais il est là aussi pour qu'on s'intéresse à lui. Et c'est en s'intéressant à son environnement, à la façon dont il vit, à la vie qu'il a, sportive, sociale, culturelle, etc., que vous allez attirer son attention et que vous allez montrer un intérêt particulier pour lui. Et c'est ce qui va vous différencier des autres. Vous ne serez pas un vendeur standard, vous serez un vendeur différencié. Alors, dans le verbal ou le non-verbal, souvent le client en fait se retrouve donc avec son masque comme ceci, et du coup, il a une posture la plupart du temps où il va finalement se mettre soit très en avant. Dès qu'il se touche, ça veut dire que plus ou moins, il veut se rassurer. En général, s'il se met vers l'arrière, s'il commence un peu à se relâcher et à se désintéresser, il peut opiner du chef. Et là, effectivement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il est dans une position ouverte, d'écoute, et le hochement de tête valorise le oui, le fait qu'il acquiesce à ce que vous dites. Donc, en fait, dans ces signes verbaux et non verbaux, on voit si oui ou non la confiance qu'on a égrenée est toujours là et sur laquelle il faut continuer de s'appuyer. Parce que lui, s'il a peur, eh bien, et aussi,
il a peur aussi de l'annonce du prix. Peut-être que finalement, vous l'avez fait rêver et il a peur d'être déçu, qu'il y ait trop d'écart entre l'annonce de prix qu'il vous a donné dans le budget de départ et que vous lui annoncez quelque chose qui soit à l'ouest, par exemple. Hein. Donc, il a une certaine appréhension. Il est très, très, très intéressé avant d'avoir le prix. Et souvent, vous pouvez constater que des fois, hop, il est déçu. Donc, il recule et puis finalement, il va réfléchir. Donc, tout ça, on va voir que ça crée des peurs des fois réciproques. Il y a certains vendeurs qui ont peur de vendre aussi. Tout à fait. Et du coup, il faut éviter de mettre ce qu'on appelle des crabes dans la tête parce que ça peut, dans cette négociation, parce que effectivement, sans s'en rendre compte, on est là que pour être sécurisant et être crédible. On ne peut pas avoir de négation dans la négociation. C'est clair. Surtout si on veut garder cette confiance, parce que la différence entre la confiance que l'on a portée à un vendeur, à un ami ou quoi que ce soit, c'est qu'on a été compris. Et si on a fait le tour et le client a fait le tour de 3-4 vendeurs, il va choisir celui qui semble le plus le comprendre. Exactement. Donc ça, c'est cette capacité. Pardon, c'est cette capacité à créer la confiance et la proximité avec votre client qui fera la différence par rapport aux autres vendeurs. Ce n'est pas le produit. Alors, parmi cette confiance, effectivement, on a, nous, cette notion d'honnêteté. Et j'aime pas tellement parler finalement de vérité, parce que chacun a sa vérité, en fait. Hein, dans la vie, ça dépend d'un point de vue. Quand même, dans l'idée de pas mal de gens, le vendeur est un menteur. Donc, on a du mal à avoir confiance à quelqu'un qui ment. Et c'est pour ça que nous, on a pris le parti avec Luc de dire que ce n'est pas nécessaire de mentir. Par contre, on ne peut pas tout dire. On ne va pas non plus dire tout et n'importe quoi, parce que certaines vérités sont là encore plus pour faire peur. Donc, en fait, on a un juste milieu, on est honnête dans la démarche, mais on ne dit pas tout, en fait, comme dans le sketch de Anne Romanoff. Exactement. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, Sophie, c'est qu'effectivement, pour donner un exemple, souvent, moi j'ai formé beaucoup dans le milieu automobile, on croit toujours que les vendeurs s'en mettent plein le portefeuille par rapport aux primes qu'ils touchent. Il faut savoir que lorsqu'ils vendent un véhicule, on va dire, d'entrée de gamme, enfin d'entrée de segment, type Twingo, Clio, sur une vente de voiture, le vendeur va toucher entre 20 et 50 euros maximum. Donc, ce sont des faibles sommes, alors qu'on pense qu'ils vont toucher 1000 euros ou plus derrière. Donc, c'est important que le vendeur aussi, effectivement, remette le clocher au milieu du village en expliquant que ce qui touche derrière, ce n'est pas si important que ça et ça donnera beaucoup plus de sens et d'honnêteté à la relation commerciale. Bien sûr. Alors, il existe plusieurs techniques depuis la nuit des temps. Des techniques de conclusion. Chacun et chaque vendeur qui regardera ces slides avec attention. D'ailleurs, on a pris la décision dans la version vidéo de ne pas s'y alourdir. Hein, vous aurez le temps sur le PowerPoint de regarder tout doucement chacune des techniques, mais il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Hein. En fait. Non, parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est de s'approprier une technique. Encore une fois, c'est votre singularité qui est importante dans la relation commerciale et la façon dont vous allez le vendre. Et donc, à vous de vous approprier une technique ou deux sur la façon de conclure. Donc, en fait, la méthode raisonnée, ce n'est pas une méthode fermée. Vous utilisez encore vos techniques ou vous découvrez certaines techniques. Là, il y en a 6 notamment. Donc, la proposition directe. Hein, comme son nom l'indique, elle est assez, on va droit au but, on perd peu de temps. Ça peut être apprécié en fonction d'un client qui, lui, a un certain profil que vous avez repéré et qui est attentif à ce genre de choses. Vous pouvez avoir donc l'aiguillage. Hein, on peut plus ou moins proposer donc finalement, surtout quand on a une personne en face qui est plutôt hésitante. Hein.
Exactement. L'intérêt est de pouvoir faire 2 propositions, ce qui fait que c'est le client en fait qui va avoir le sentiment de choisir. Et ça, c'est génial. Parce que du Oui, coup, vous ne l'avez pas forcé. c'est souvent ce qu'on utilise, hein, parce qu'en faisant une seule proposition, c'est fermé. Hein, donc, plusieurs propositions, c'est encore mieux. Et si en plus, il participe à la proposition, alors là, c'est l'idéal. Il faut rappeler que ces propositions que l'on fait, c'est par rapport à ce qu'il a dit. Donc, il faut l'inclure dedans. Exactement. Dans la numéro 3, alors, c'est donc la technique du ballon. Allons jouer, Sophie. Alors, allons jouer. Alors, certains, ce sera parce qu'ils sont footballeurs ou rugbyman ou finalement légers. Et donc, on pourrait dire, alors jusqu'à la fin, vous bénéficierez de l'offre présente sur le prospectus. C'est quelque chose que l'on lâche au fur et à mesure. Elle n'est valable, cette proposition, qu'aujourd'hui, mais on y va doucement pour pouvoir le signifier. Et il faut que ce soit vrai. Tout à fait. L'idée est de rendre la décision urgente et du coup de mettre un ultimatum, entre guillemets, à la décision du client. Donc, il faut avoir une PLV, c'est-à-dire une publicité à côté où la date butoir est concrète et réelle. Parce que le client, sinon, il faut lui donner la preuve de ce qu'on dit. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, on va sur la 4, la bobine de ficelle. La bobine de ficelle, Je ne connaissais pas, moi, celle-ci. Celle-ci, elle est particulière, c'est que chaque argument, on a finalement égrené des points d'accord. Et on a tiré au fur et à mesure, moi j'utilise beaucoup celle-là en fait, on a beaucoup égrené de oui. Donc, okay, on a validé ces oui au fur et à mesure. Comment on peut vous dire non à la fin? Vous m'aviez bien dit hein, que vous vouliez ça. Alors, si j'ai bien compris, on a fermé tous les points de oui. Du coup, la personne, soit elle a oublié quelque chose et elle va vous le dire à ce moment-là, mais en fait, elle est presque obligée de dire oui pour la finalité. Parce que si je lui rappelle que son prix de départ, c'est 7 000 € et on est dans les 7 000 €, que tout lui plaît, il n'y a aucune raison pour lesquelles on ne signe pas. Donc, il faut rappeler tous ces points d'accord. Ce n'est pas un piège, encore une fois, c'est une bobine de ficelle. Ça n'a rien à voir. Donc, la technique de la peau de l'ours. Il est très beau cet ours. Oui, c'est en fait la technique de la vente qui est déjà acquise. Finalement, on l'a déjà pas tout à fait acquise. Tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas acquis. Mais on va infiltrer, et j'utilise énormément ça aussi. C'est pour ça qu'on peut utiliser plusieurs techniques sans s'en rendre compte. Donc, c'est qu'en définitive, avant même d'avoir le oui et la signature, on est dans l'après pour laisser peu de place à la réflexion et à la négation. Donc, on peut se rendre chez vous pour les mesures. Quel jour exactement? Vous êtes libre quand? Pour poser votre cuisine, pour vous livrer votre voiture, pour voilà. Donc, on est dans la projection d'après. Et quand on est dans l'action, on ne réfléchit pas. Exactement. Et la projection, c'est les projets, c'est la réalisation. Oui. Et la dernière technique, c'est celle du bilan. On additionne finalement les avantages, les inconvénients de chaque chose, et puis on se penche dans tout ça. Et au final, on fait une solution, on propose une solution ou plusieurs solutions au rapport équilibré des avantages et des inconvénients. Voilà. Donc, hein, comme on pourrait le faire là, monsieur, madame Laurent, si j'ai bien compris, l'implantation numéro 2 vous plaît. Ce qui vous intéresse le plus dans l'offre, c'est… et donc là, on attend la réponse. Et si la personne vous dit « oui, mais… » donc, il faut bien être attentif à ce qu'il vous dit. En général, la réponse est dans ce « mais ». Donc, s'il vous dit « oui, mais le budget de l'option numéro 3 », c'est qu'il veut finalement l'option 1, le physique de l'implantation 1,
et le budget numéro 3. Et c'est totalement possible, comme en cuisine, finalement, d'avoir la même cuisine, mais avec moins d'accessoires, donc moins visible, pour rester dans le budget numéro 3. Et si vous dit non, eh bien, il faut reformuler les choses. Mais alors, qu'est-ce qui... Et ça, c'est très important pour voir les points de blocage pour les... Pour finaliser la nouvelle offre. Bien sûr. Alors, il y a un film qui me plaît beaucoup, et en fait, c'est toi qui me l'as proposé, Luc. C'est plus pour Catherine Zeta-Jones hein, que j'ai choisi le... Moi, je préfère George, bien sûr. Alors, on l'écoute parce qu'on a des choses à dire. Hein. On y va. Hop. C'est un film sur la négociation. Je dirige l'entretien. Je sais que vous éprouverez le besoin d'intervenir, mais rappelez-vous, vous êtes des plus vulnérables sur un plan émotionnel. C'est moi le pro. Ah, ok. Freddy. Freddy Bender, Rex Rexroth. Et vous êtes la ravissante Marilyn. Je préférerais Madame Rexroth. Et je présume Maître Massé. Je préférerais Miles. Asseyons-nous. Freddy, j'ai appris avec tristesse pour l'affaire Goldberg, je compatis. Une pâtisserie? Nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons fait ce qu'il fallait. Soyez tranquille, Madame Rexroth. Vous êtes habilement représentée. Je présume que Freddy, trop modeste, vous a caché qu'il avait été stagiaire chez Clarence Thomas. Une pâtisserie? Ils sont là pour ça. Ne cherchez pas la petite bête, Miles. Maintenant, si vous avez une proposition à formuler, allez-y. Je ne vous cacherai pas que mon client est tout disposé à envisager une réconciliation. Ma cliente refuse cette solution. Mon client est tout disposé à négocier à l'amiable la dissolution du mariage sans aucun préjudice. Autant pisser dans un violoncelle. Mon client propose un délai de réflexion d'1 mois. Ma cliente a d'ores et déjà fait le deuil de ce mariage. Mon client demande que ne soit engagée aucune procédure pendant la durée de certaines affaires en cours. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous fait rire? Laissez-moi gérer cela. D'accord. L'atmosphère étant bien détendue, qu'attendez-vous, Freddy? Ma cliente accepte de se retirer avec 50% des biens de la communauté. Donc, en fait, on est dans un cas de figure où on va dire notre avocat, hein, puisque on sait aussi qu'on peut négocier comme des avocats. Hein. Donc, ce n'est pas hors sujet. Hein. On a effectivement des moments comme ça où on peut avoir finalement du tac au tac, des propositions très, surtout sur des gros projets en fait. Hein. Oui, effectivement. Et on se rend compte ici qu'il essaye. Alors c'est très rigolo parce qu'au début, il dit à son client, vous n'intervenez pas sur l'aspect émotionnel. Et effectivement, quand il voit la cliente arriver, elle a beaucoup de charme, Catherine Zeta-Jones. Et du coup, l'avocat est pris sous le charme de Catherine Zeta-Jones et donc il essaye de faire bonne figure face à elle en lui proposant différents arrangements qui, au fur et à mesure, sont égrenés et sont contrés par la partie adverse. Donc, on se rend compte que chaque argument qui est mis là dans la balance est un mauvais argument parce que en fait, l'émotionnel prend le dessus et on ne travaille plus sur le fond. Alors, sur la forme, du coup, on a des tensions qui sont très visibles dans le regard de George et pareil hein, pour Zeta, qui à un moment donné, par contre, passe d'une extrême à l'autre, d'une sévérité à du grand fou rire. Donc là, on est sur des négociations de tension et avec des grands extrêmes, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un film d'humour, mais on a eu comme ça, moi j'ai eu aussi des négociations qui étaient très 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 tendues, où effectivement il y a des avantages et des inconvénients à créer ce genre de tension pour montrer qu'on n'est pas content, qu'on en veut plus, et il a posé la question quand même de savoir, bon, c'est quoi que vous désirez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Et ça, c'est important. Il fallait aussi que ça puisse finalement se clarifier. Exactement. Donc,
je suis en train de chercher le bon slide parce que effectivement, c'est pas si simple, n'est-ce pas? Pour pouvoir passer dans la séquence. Parfaitement ça. Oui, oui, mais pas toujours, hein, voyez. Du coup, je retrouve les choses pour pouvoir aller sur la séquence suivante. C'est celle où, quand vous allez annoncer le prix, c'est comme d'offrir un cadeau. Hein. Si je t'offre un cadeau, Luc, par exemple, bah voilà ce film-là qui est le film vendeur, d'accord? Et je te l'offre, et puis au final, je dis, ben, tiens, et je le balance. Ah, c'est donné avec tact. C'est offert avec tact. Du coup, c'est bon. Hein, il y a un truc qui ne va pas. Ça dévalorise le produit, ça dévalorise l'acte. Donc, où est mon intérêt dans ce que tu m'offres? Alors, si par contre, non pas que j'enlève ma veste, hein, mais que au final, je te l'enrobe dans quelque chose en t'expliquant l'intérêt de voir ce film ou le non-intérêt de le voir, parce qu'on va voir quelques séquences tout à l'heure. Il y a des moments où ce film, quand il est sorti, il a fait un petit peu mal au métier, parce que c'est une caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Et du coup, c'est intéressant aussi qu'on en parle, parce que cette caricature, il faut en sortir. Eh bien, si je te parle des avantages du produit, que j'y mets de la valeur et que finalement je te l'offre avec délicatesse, avec un joli paquet cadeau et une forme, un sourire, etc., ben forcément, tu vas apprécier un petit peu mieux le cadeau, non? Exactement. Je pense. Ah oui, je vais apprécier. Parce que tu auras une attention particulière pour moi et tu l'auras valorisé. Tout à fait. Du coup, en fait, il faut reparler des avantages de ce produit avant même d'avoir parlé du prix, hein, puisque quelque part, eux, ils attendent un cadeau dans le prix. Hein. Exactement. Et là, on peut refaire un lien, effectivement, ce slide, il fait un lien aussi avec la partie argumentation que vous avez déjà vue précédemment. Et donc, effectivement, c'est de pouvoir revaloriser les avantages que le client a. Et je rappelle qu'un avantage, c'est quelque chose que votre client a par rapport à un autre client. Donc, c'est quelque chose qui va avoir de différenciant à travers le produit et l'offre que vous lui proposez. Donc, du coup, en fait, s'il n'a aucun intérêt aujourd'hui de particulier, pourquoi il n'attendrait pas demain ou un petit peu plus tard? Au final, peut-être que le prix sera meilleur pour lui plus tard. Donc, il faut lui expliquer que c'est le moment et que ce n'est pas tout le temps les soldes. Et que justement, en termes de cette notion de crise, il y a des moments où, parce qu'on vend bien, on a de meilleurs prix à proposer, parce qu'on a aussi des avantages usines très forts derrière. En fait, il faut expliquer et enrober les choses avant de parler de chacun des avantages pour chaque point. Mais je te propose de regarder cette fameuse vidéo que je ne t'ai pas encore offerte. Mais bon, allez, une petite séquence si tu veux bien. Ça marche. Excusez-moi, je m'enlève 2 minutes. C'est quoi l'orexie? Tu peux augmenter le son un petit peu? Pour commencer. Ensuite, tu leur dessines des trucs qu'ils veulent, en plus beau encore, et tu fais sortir à 9. S'il te plaît. Ils vont adorer, mais ça fait trop cher pour moi. Donc, tu rabotes avec des points de flash jusqu'à 8. Tu pipotes, tu fais les cadeaux habituels, tu descends jusqu'à 7,5. Si ça passe, tu signes. Sinon, tu descends jusqu'à 7. Et là, c'est terminé. Gérald, tu vas me les signer parce que sinon, c'est moi que tu fous de ma gueule. Vraiment. Au passage, je lui mets la pression. Donc, exactement. Dans ce film, Luc, qui est un film sur les cuisines, en fait, un vendeur de cuisine, c'est un papa qui va finalement former son propre fils à être un vendeur. Voilà. Et il lui apprend avec les techniques qu'il a connues lui-même, c'est-à-dire de manière innée,
pour pouvoir finalement faire une descente de prix à la one again, hein, qu'on a pu voir là. Mais c'est une technique qui en fait est très très utilisée encore. Et finalement, elle a quelque part des points d'avantage. Il faut que je t'explique ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de mauvais. Si on regarde dans le monde de la cuisine, il y a une façon, finalement, dans le monde de la cuisine et ailleurs, au moment du prix, au lieu de lancer l'ordinateur ou l'étiquette ou le prix qu'on propose, eh bien, les vieilles techniques marchent assez bien encore. C'est de prendre un papier, de poser les choses, parce que comme pour le cadeau tout à l'heure, en fait, si de suite je balance le prix des 10 399 €, eh bien, je vais avoir finalement un rejet puisque je suis loin du budget de départ. Donc, je vais avoir une déception tellement forte et on va rester sur la déception. Donc, on fait une annonce de prix beaucoup plus douce, plus raisonnée que ceux qui sont derrière, mais on fait aussi une descente de prix. Parce que l'esprit, en fait, va focaliser sur le premier prix que l'on propose. On va avoir un prix marqué. Et ensuite, on va donner de la valeur au prix avant de proposer un cadeau. Hein, c'est pourquoi on va parler du point pivot tout à l'heure. Donc, on prend une feuille et pour une cuisine, on va détailler les choses pour bien montrer aussi qu'on n'a rien oublié et que donc tout est inclus dans le prix final. Sinon, on va avoir le sentiment qu'on va devoir rajouter des choses. Donc, on va prendre les meubles cuisine et on va écrire donc tous les meubles cuisine que l'on a checkés ensemble pour bien dire qu'on a tout vu et qu'il n'en manque aucun. Sinon, on ne peut pas signer s'il y a encore des doutes. Il y a 5 000 €. Sur ces 5 000 €, donc les avantages du moment, c'est de vous faire moins 20% de remise, ce qui fait 1 000 € de remise. Donc, on insiste sur les 1 000 € gagnés. Donc, à 4 000 €, aucune négation du style donc que 4 000 €, surtout jamais ça. Hein, on continue par le plan de travail en disant, voilà, le plan de travail en stratifié est de 1 000 €. Là aussi, je vais vous faire moins 20% de remise, soit 200 € de plus. Donc, on est à 800 pour le plan de travail. Pour l'électroménager, j'ai vu, madame, que vous avez flashé sur le four Siemens. Eh bien, je vous propose de vous l'offrir d'une valeur de 800 €. Et alors, pourquoi je l'offre finalement? Pourquoi les cuisinistes sans arrêt offrent de l'électroménager, Luc? Ah ben, je ne sais pas, mais tu vas me le dire. Ben, c'est simple. C'est parce que si moi, j'offre aux clients 800 € sur le prix en finalité, eh bien, je perds. Que si j'offre un four, au départ, il me coûte un prix d'achat et au final, je ne perds que le différentiel entre les 800 € et les 220 € qu'il me coûte. Donc, le cadeau est moindre. Et en plus, j'ai fait travailler mon fournisseur qui m'offre des BFA en fin d'année. Donc, et en plus, c'est quoi une BFA? Une BFA, c'est-à-dire que tout bon vendeur ou tout magasin va avoir des marges arrière sur ce qui est vendu. C'est-à-dire que si vous avez vendu tant de cuisine, tant de meubles, vous allez avoir finalement des primes. Et pareil pour l'électroménager. Et grâce à ça, on va vous payer tous vos expos et on va vous donner des marges de manœuvre qui vont vous permettre de donner finalement des offres cadeaux à vos clients. Plus vous êtes bon et plus vous allez pouvoir en faire. Bah, super. Du coup, pour la descente de prix, on parle des accessoires. Les accessoires, c'est toujours très très cher pour un cuisiniste puisque ce n'est pas lui qui le fabrique. Donc, on ne peut pas faire de remise et on ne peut pas faire de remise sur tout. Sinon, ça fait vendeur de tapis. À un moment donné, il faut expliquer aussi qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Et au final, ce qui plaît énormément dans le monde de la cuisine, les gens attendent beaucoup pour acheter des cuisines quand il y a la pause à 1 €. La pause à 0 € n'existe pas parce qu'elle est interdite.
Et elle ne coûte jamais, là en l'occurrence, 1100 € au cuisiniste. Parce qu'en fait, si tu veux, Luc, le projet, souvent, est réalisé en rénovation. Une cuisine en majorité se fait dans un système de rénovation. Donc, on bascule et on change de TVA quand on pose. Et on passe de 20 à 10. Donc, on gagne finalement sur l'ensemble des autres points. Et finalement, la pose ne coûte plus 1100 €. D'accord. Donc, cette offre-là, elle marque énormément. Au final, nous, on va toujours payer les poseurs. Hein, ils seront toujours bien payés, il n'y a pas de souci. C'est une technique, en fait, hein, une tactique, ni plus ni moins. Mais c'est une offre que les clients apprécient énormément et qui est très, très bonne parce qu'une cuisine qui est bien posée, forcément, eh bien, ça demande moins de contraintes aux personnes, même si certains pensent que c'est facile de le faire. Grâce à ça, on est sûr d'avoir une cuisine qui est très bien posée, donc qui va donner une belle image et où on n'aura pas d'ennui. Donc, c'est bon aussi pour l'image. Super. Et du coup, on arrive à un total de 7 301 €. Et donc, aujourd'hui, au lieu de payer 10 399 €, parce que c'est la valeur de votre cuisine, elle est de 10 399 €. Je vais répéter 2 fois pour l'ancrer dans l'esprit. Mais ce que j'ai présenté en premier, c'est 7 301 €. Et donc, j'ai respecté le budget que vous souhaitiez. En plus, vous avez le four Siemens que vous souhaitiez et dont il ne rentrait pas dans le budget. Donc, aujourd'hui, vous avez fait une économie de 3 098 €. Voilà la présentation et le mix entre des techniques qui sont un petit peu forcées et dont on ne souhaite pas, avec Luc, vous enseigner, et des techniques un peu plus douces. Donc, il y a… C'est très bien ce que tu as fait. Oui, merci. C'est très bien, Sophie. Juste pour conclure, c'est très bien ce que tu as fait. Si je fais juste une synthèse pour reformuler tout ce que tu as fait, tu as allié le verbal et le non-verbal dans ton argumentaire, dans ta négociation. Et ça, c'est super important. Et du coup, le fait d'écrire les choses sur le papier permet de valoriser. Et 80% de la population est visuelle. Ça veut dire que le fait de l'écrire sur le papier va permettre aux clients de visualiser les efforts que vous avez faits, les gestes que vous avez faits et de bien différencier ce qui est de la remise de ce qui est offert. Et ça, du coup, tu mets aussi l'accent là-dessus, ce qui montre aussi l'offre globale priorisée et valorisée proposée aux clients. Alors, donc, dans la bourse, Luc, il y a ce qu'on appelle un point pivot. On parle beaucoup pendant cette crise économique, on parle beaucoup de ce point pivot. C'est le moment, finalement, il y a un moment où les acheteurs vont acheter. Et le vendeur, il sait que c'est à ce moment-là et pas à un autre moment parce que les choses ont pris de la valeur. Et à un moment donné, c'est le bon moment, donc pour lui, finalement, d'acheter. Donc, il y a une bascule et un moment donc, de point pivot qui permet de changer de cap et de passer d'un moment où on hésite encore à acheter à l'achat. Et ça, comment je le sens, ce point pivot? C'est induit par une technique, mais il y a une théorie, celle de la libellule, qu'on va utiliser d'abord. Est-ce que tu as vu là ce que j'ai là? Oui, elle est très belle, cette libellule. Ouais, alors c'est pas hors sujet, hein, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette libellule, et en quoi on peut l'utiliser pour expliquer ce moment précis de point pivot où elle amène son adversaire à aller là où elle le désire, au moment où elle le désire, dans un point pivot. Oui, ce qui est très intéressant chez la libellule, c'est que lorsqu'elle est en vol à l'horizontale, c'est l'un des seuls insectes qui ne recule jamais. Donc, elle trouvera toujours un moyen d'avancer, soit en esquivant sur la droite, soit en esquivant sur la gauche, soit en montant, soit en descendant. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est pour ça qu'on l'a pris en corrélation avec la vente, parce que l'intérêt du vendeur n'est de jamais reculer, mais de toujours avancer, et d'avancer avec son client. Donc, elle ne contraint pas
elle ne force pas, mais elle contraint son adversaire à le faire. Exactement. Sans le manipuler, c'est ça? Non, et oui, effectivement. Mais elle l'influence. Tout à fait. Elle l'accompagne, elle l'influence vers la vente. Donc, par rapport au lion qui a apparemment que 25% de réussite sur sa proie, elle a combien de réussite à chaque fois? 95%. Elle tue sa proie et elle atteint son objectif dans 95% des cas. Et tout en douceur, c'est ça qui est formidable. Alors, Exactement. oui, c'est ni trop tard, c'est ni trop tôt, c'est juste le bon moment qu'elle va choisir, c'est ça? Le moment pivot? Exactement. Donc, Exactement. il y a un moment où le client va basculer, où il sera prêt à basculer, il faut le sentir. Et il faut créer ce moment. Donc, ce point pivot, on vous l'a bien détaillé pour que vous puissiez comprendre qu'on est dans un contexte de fort rôle émotif. Hein. Donc, et ce moment-là, il est particulier. La libellule, elle, notamment, elle le sait, elle le sent, elle va calmer, limite hypnotiser, hein, pour pouvoir amener à ces choses-là, et elle va sentir et anticiper les moments de résistance. Donc, elle va ajuster tout ça pour pouvoir finalement passer ce passage de doute à un passage d'action avec les techniques qu'on en a vu tout à l'heure sur l'action d'après. Exactement. Alors du coup, on a fini de négocier. Parce que, super, bravo Sophie. Une fois qu'on a passé le moment pivot, qu'est-ce qu'on est? On est dans la… Eh bien, dans la conclusion. Bon, alors on va fermer cette vidéo. On vous dit à la prochaine étape. Et exactement. À bientôt. À bientôt. Merci Sophie. De rien. Je vais essayer de trouver le moyen de sortir. Voilà, c'est parti. Donc, il ne nous restera plus que 2 étapes. Conclure. Et suivre. Ah ben, très bien.